Cette semaine, aux Jeunes Explorateurs, la piste cyclable Soulanges et une artiste internationale bien de chez nous. L'émission qui suit est une présentation spéciale d'Explore VS. Que peuvent bien avoir en commun une ancienne voie navigable, les vestiges d'un poste militaire construit par les Britanniques en 1813, un parc où sont exposées des dizaines d'ancres de bateaux dont certaines datent des années 1700, et une centrale hydroélectrique plus que centenaire? Eh bien, tous ces éléments sont partie intégrante de l'une des plus belles pistes cyclables du Québec. Tronçon de la route verte numéro 5, la piste cyclable Soulanges s'étend sur 35 km, de Pointe-des-Cascades jusqu'à Rivière-Baudette. Mais qu'est-ce qui en fait un attrait particulier? D'abord, sa situation géographique, puisqu'elle longe en grande partie un canal construit entre 1892 et 1899. Riche en histoire, le canal Soulanges relie le lac Saint-François et le lac Saint-Louis sur une distance de 23 km. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 5000 navires le traversent annuellement. Lorsque la voie maritime du Saint-Laurent sera inaugurée, en 1959, le canal Soulanges sera désaffecté. À ce jour, en parcourant la piste cyclable qui le borde, on peut y apercevoir constamment les vestiges d'infrastructures d'une autre époque. Donc, M. Besnér, vous étiez là à la construction de la piste cyclable. D'où c'est parti ce projet-là? Bien, ça partit très simplement. À Côte-aux-du-Lac, j'étais directeur des loisirs au début des années 90, 88, 89, 90. Puis en 90, on voulait faire un bout de piste cyclable le long du canal parce que des projets de piste cyclable, on ne l'a pas inventé à ce moment-là, ça existait déjà, ça se discutait dans les années 70-80. Mais bon, c'était une bonne idée, mais qui restait là où elle était, donc sur la tablette. Fait que, en 90, je reprends cette idée-là, puis je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, à Côte-aux-du-Lac, on pouvait faire un bout de piste cyclable d'à peu près 3-4 km de long. Et j'avais un collègue, directeur des loisirs au CED, François Robillard. Je le rencontre à un moment donné, puis je disais, François, ce serait peut-être intéressant si les CED veut travailler aussi sur son bout de canal Soulanges, on pourrait relier les deux bouts de piste ensemble et faire une piste un peu plus longue. Fait que François dit oui, c'est une bonne idée. Puis il me parle aussi d'un bonhomme, conseiller municipal à Pointe-des-Cascades, où on se trouve, Jean-Pierre Poirier, qui lui aussi avait un projet de faire un bout de piste cyclable à Pointe-des-Cascades. Fait qu'on s'est dit, mettons tout ça ensemble. Alors c'est comme ça que ça a commencé. On est en 1990. 90, ça peut paraître loin pour certains, les plus jeunes personnes, mais 90... Certains n'étaient même pas nés. C'est ça. Mais en 1990, aujourd'hui, les pistes cyclables, on en voit partout, ça devient naturel. Les municipalités développent des réseaux cyclables partout. Mais en 1990, on est à l'âge de pierre. C'est la préhistoire. Des pistes cyclables, il en existe déjà dans certaines municipalités, des petits bouts de pistes cyclables, pas toujours bien aménagés, mais des pistes cyclables régionales qui relient des municipalités, ça, il n'y en a pas. Il y en existait une en 92 qui a été créée, c'est la piste L'Estriade qui reliait Granby à Waterloo. Et ça nous avait beaucoup motivés parce qu'on s'est dit, si eux sont capables dans cette région-là de le faire, nous, on devrait être capables. C'était pas si simple que ça. Parce que les municipalités, il y a de l'argent à mettre là-dedans. La piste cyclable Soulanges, je fais un saut dans le temps, mais ça a coûté tout près d'1 million, dans les années, au milieu des années 90. 1 million, les municipalités, Côte- du-Lac, les CED, Pointe-des-Cascades, n'avaient pas cet argent-là. 1 million, les municipalités, Côte-aux-du-Lac, les CED, Pointe-des-Cascades n'avaient pas cet argent-là. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. On est en 1990.
On a organisé des levées de fonds, puis oui, je dois faire une parenthèse, c'est qu'entre-temps, il y a les municipalités de Coteau-Landing, qui est devenu les Coteaux, Saint-Zotique, qui se sont ajoutées au projet. Et là, on parlait vraiment de piste cyclable Soulanges, de relier les municipalités qui longent le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Rivière-Baudette. Alors là, il y a les collègues Lucie Hamel de Les Coteaux et Joanne Leblanc de Saint-Zotique se sont rajoutés. Là, on avait un petit comité de 5 personnes auxquels se sont ajoutés des élus des municipalités et on a créé le comité de la piste cyclable Soulanges. La piste cyclable Soulanges prend son départ à Pointe-des-Cascades, où se situaient à l'époque 3 des 5 écluses du canal. On y retrouve aujourd'hui le Parc des Ancres. Peut-être pour vous raconter assez succinctement l'histoire du Parc des Ancres en réalité, parce que c'est le centre du village, c'est le milieu du village. Il y a une société d'histoire qui a été créée dans les années 70. Puis à partir de ce moment-là, ils ont axé sur la diffusion et la mise en valeur de la société ici, du centre, du Parc des Ancres en réalité. Parce qu'à l'époque, il faut se souvenir qu'en 1959, ils ont fermé le canal de Soulanges. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien ici, là. Il y avait un ancien pont et tout ça. Alors, tout a été démantelé. Par après, les gens ont été très conscientisés à préserver le patrimoine qui était ici à partir des 3 premières écluses, en réalité, du canal de Soulanges. Quand on est arrivé au tout début, après cet événement-là, mon frère a pris charge de créer une piste cyclable. Il voyait, il y avait une vision, il voyait dans l'avenir que les gens se feraient de la bicyclette. Okay? Alors, il a parti le projet pour Pointe-des-Cascades. Son père, qui était le maire, l'a mis en charge comme conseiller de la ville de continuer le projet, puis de partir, puis de voir les 5 municipalités qui font partie du canal. La Société de recherche historique a mis en place tous ces encres-là. On a une centaine d'encres, au-dessus d'une centaine d'encres, pour voir avec les plaques, différentes plaques qui vont raconter. On a sorti dans la région des encres, une encre et non 2 encres, une encre de chacune des types, dont dans le parc de l'autre côté, si vous allez faire un tour, vous allez trouver 3 encres avec la swastika de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire qu'il y a des bateaux qui sont venus d'Allemagne pour chercher des minerais en haut dans les Grands Lacs, puis ils ont perdu leurs encres ici. Il faut dire aussi que le canal de Soulanges, en tant que tel, c'est une pierre angulaire dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Hein. À cette époque-là, ça a ouvert plein de municipalités. Il y avait beaucoup de commerces, il y avait beaucoup de gens qui étaient embauchés au canal de Soulanges aussi. Ici même, à Pointe-des-Cascades, il y avait tous les ateliers. Aujourd'hui, c'est occupé par le Théâtre des Cascades, mais il y avait de nombreux édifices qui étaient occupés par les ateliers pour faire l'entretien du canal et tout ça. La surintendance, au niveau de la maintenance du canal, c'était ici, à Pointe-des-Cascades. Il y avait des centaines de bateaux qui passaient dans le canal ici, pour monter vers les Grands Lacs. Alors, il y avait une congestion qui se faisait. Il y a 3 écluses, ça prend du temps de passer les 3 écluses. Alors, dans le lac en bas, du côté de l'île Perrot, il y avait une aire de rangement pour les bateaux. Fait qu'ils stationnaient là. Puis, vu que tous les marins ne sont pas de la même qualité, il y en a qui oubliaient d'attacher la chaîne. Alors, tempête durant la nuit, perte d'une encre. À notre plus grand bonheur aujourd'hui, parce que maintenant, on peut avoir accès à tout ça. Et nous, en tant que plongeurs, pour la Société de recherche historique, on a sorti toutes ces chaînes-là, on les a nettoyées, puis avec la Société, on a pu prendre ces chaînes-là puis les poser comme clôture. Une pause dans la municipalité des Cèdres nous permet d'apercevoir un édifice encore appelé le Petit Pouvoir. En fait, une ancienne centrale hydroélectrique datant du début du 20e siècle et qui avait comme fonction principale d'éclairer le canal Soulanges et d'y permettre la navigation même la nuit. Classé monument historique par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ce bâtiment à l'architecture remarquable inspirera par la suite un style qui se retrouvera dans une série pan-canadienne d'hôtels dont fait partie le Château Frontenac.
Et si je ne me trompe pas, ce qui est intéressant avec la piste cyclable de Soulanges, c'est que c'est une piste cyclable qui n'a pas tant de dénivellation. On n'est pas dans les montagnes, on n'est pas... Donc, c'est une piste cyclable qui est accessible pour tous les niveaux, dans le fond, de cyclistes. Oui, surtout. C'est pour tout le monde, là. Ça sert, bien, évidemment, c'est le long du chemin de halage du canal. Le canal, on le sait, il n'y a pas une grosse dénivellation à partir de l'Écoto jusqu'à Pointe-des-Cascades. La dénivellation est très, très faible. Je pense qu'il y a une petite dénivellation de 600 mètres là, au quart de la piste. Là. Mais non, c'est plat. Et même jusqu'à Rivière-Bodette, là, c'est du plat. Fait que oui, ça permet d'aller chercher une clientèle qui ne veut pas des gros défis, évidemment, là, parce que ça peut faire peur à des gens. Clientèle souvent de débutants. Mais comme on a vu tantôt, il y a beaucoup de groupes cyclistes qui passent par la piste cyclable parce qu'évidemment, c'est un lien. Je vais souvent pédaler du côté de l'Ontario, du côté de Cornwall, et il y a beaucoup de groupes organisés qui viennent de Cornwall, qui arrivent de Toronto, Cornwall, etc., de Belleville, et qui arrivent ici, qui prennent la piste cyclable. Fait que c'est comme une autoroute, dans le fond. On s'en sert parce que c'est pratique, c'est utile. Puis en même temps, bien, le cadre n'est pas vilain non plus, là, le long du canal. Hein, c'est quand même... Il y a pire. Il y a pire que ça. Hein. En poursuivant notre route jusqu'à Coteau-du-Lac, il est possible d'y découvrir les vestiges d'un poste militaire britannique construit en 1813. Il avait pour mission de protéger les habitants d'une invasion américaine. À l'apogée de son existence, le fort de Coteau-du-Lac pouvait loger convenablement plus de 400 hommes. Un canal navigable qui passait directement à travers le fort permettait d'assurer la sécurité des navires transitant dans cette région. Fait que pour la clientèle, pour les résidents qui habitent à côté de la piste cyclable, c'est un parc extraordinaire. Ça a permis d'initier des milliers d'enfants à la bicyclette. Un petit souvenir intéressant, c'est en 1995, quand on a asphalté la piste cyclable, ça m'avait touché parce que les gens faisaient peu de vélo, parce qu'aller sur les routes, bon, à moins d'être un cycliste aguerri, les gens allaient très peu sur les routes. Ils se promenaient dans les rues municipales, mais pas plus que ça. En 1995, au mois de septembre-octobre, quand on a asphalté, moi, à Coteau-du-Lac, ce que j'ai vu, c'est des gens, des résidents que je connaissais, des personnes de 70, 75, 78, 80 ans, qui ont sorti leur vélo et qui sont allés sur la piste cyclable. Je me dis, ça, c'est un impact. Ça veut dire que c'est pas que les gens n'ont pas le goût de bouger. Il faut juste leur donner le cadre sécuritaire pour le faire. Fait que ça a permis ça. Il y a des gens qui se sont achetés des vélos. Il y a eu l'avènement des patins à roues alignées dans les années 2000. Ça a été hyper populaire. Même qu'à un moment donné, on pensait que le patin à roues alignées allait supplanter le vélo. Il y avait plus de patineurs sur la piste cyclable que de cyclistes. Ça créait des mariages pas toujours heureux, là. Mais finalement, le patin à roues alignées, bon, ça a été une mode. Le vélo est resté, puis le vélo, au contraire, a pris une ampleur depuis les 10 dernières années. C'est un phénomène de société, le vélo à travers la planète. Alors, c'est beaucoup des cyclistes. L'importance de la piste cyclable, bon, c'est sûr qu'au niveau touristique, quand on a ouvert la piste cyclable officiellement, je vous dirais, dans les premières années, on avait des compteurs. À 2 endroits sur la piste cyclable, on avait des compteurs qui détectaient là, les passages des cyclistes. On avait 150 000 cyclistes par été qui passaient sur la piste cyclable. Évidemment, une clientèle locale, mais une grosse clientèle qui venait de l'extérieur de la région. Des stationnements ont été construits ici à Pointe-des-Cascades, à Coteau-du-Lac. Les CED en avaient fait un aussi. Et la fin de semaine, les stationnements étaient trop petits pour accueillir les gens de la région de Montréal qui venaient. Fait que ça avait vraiment un impact. Là, maintenant, bon, comme je disais, des pistes cyclables, il y en a de plus en plus. Il y a des réseaux extraordinaires. Vélo-Québec a contribué beaucoup à ça avec le développement de la route verte. La piste cyclable Soulanges est un des axes de la route verte. C'est l'axe numéro 5. Quand on continue, bon, à travers Vaudreuil-Soulanges, là, ici, ça traverse l'île Perrot, ça va vers Montréal, mais ça continue de l'autre côté de Montréal, ça va jusqu'à Québec, l'axe numéro 5. Mais c'est ça. Ces années-là ont été très, très fortes. Ça a amené beaucoup de gens qui ont découvert la région. Ça a eu un effet économique aussi, parce que ça, à Coteau-du-Lac, moi, j'y croyais beaucoup. Je me suis dit, la piste cyclable va servir de développement au niveau résidentiel. Et il y a des projets résidentiels qui se sont développés en premier le long de la piste cyclable. Les premiers terrains qui se vendaient, c'était les terrains qui étaient adossés à la piste cyclable. Évidemment, quand on ne peut pas se payer un bord de l'eau sur le bord du lac Saint-François, on se dit la piste cyclable, qui est quand même un parc intéressant. Fait que oui, il y a eu un impact économique, un impact social, puis comme je disais, des milliers d'enfants qui ont été initiés au vélo. Mes 3 enfants ont été initiés au vélo sur la piste cyclable Soulanges. On l'a fait des dizaines de fois avec eux, avec la promesse d'une crème molle au bout s'ils se rendaient jusqu'au bout. Puis bon, mais la piste cyclable a quand même une importance considérable. Et aujourd'hui, en 2017, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette piste cyclable-là?
Bien, elle est spéciale d'abord et avant tout pour les gens qui habitent tout près, les municipalités, comme je disais, les résidents qui habitent de Rivière-Baudette jusqu'à Pointe-des-Cascades. C'est un parc linéaire extraordinaire. C'est quand même, si je me rappelle bien, c'est 35 km de long. Donc, un parc linéaire de 35 km de long, dont 22 km en site propre, c'est-à-dire une piste cyclable hors chaussée complètement, qui longe le canal Soulanges, qui est venu mettre en valeur le canal Soulanges. On l'a redécouvert un peu par ça. On sait qu'il y a un projet de développement du canal Soulanges qui était très actif au tournant des années 2000. Mais la piste cyclable a été le premier morceau, si on veut, de ce puzzle-là. Puis ça constitue encore pour l'instant, en attendant une réouverture éventuelle potentielle du canal, bien, ça constitue l'élément central du canal Soulanges. Avec ses 35 km de vélo en pleine nature et ses multiples attraits historiques et patrimoniaux, la piste cyclable Soulanges ne terminera son parcours qu'aux portes de l'Ontario. Après la pause, une rencontre avec l'artiste Tina Struthers. C'est sur .tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sur .tv, c'est notre télévision régionale. Donc, bonjour Tina. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Pour les gens qui ne savent pas, je pense que c'est important de le mentionner, on a avec nous une artiste qui travaille à travers le monde. Vous travaillez à travers le monde avec vos créations. J'aimerais savoir comment ça se concrétise, ça, l'expansion de votre art au niveau international. En effet, ça c'est une autre chose, dans un certain sens, qui arrive avec le temps. Le plus je travaille dans la communauté, le plus on a la confiance dans notre travail. Et l'année dernière, j'étais chanceuse d'être sélectionnée pour un triennale international en art textile, en effet, en Outaouais. Et j'ai rencontré plusieurs les autres artistes en art textile. Et on commence à avoir plus les courriels, les listes, les invitations. Donc, cette année, j'étais sélectionnée pour une biennale internationale en Belgique. Félicitations. En mois de mars. Donc, j'ai eu le privilège d'avoir une bourse de déplacement avec le Calque. Donc, j'ai présenté des ateliers aussi. En plus, je suis en route à Californie pour une autre biennale et à la fin de l'année, vers octobre, à Montevideo pour le World Textile Art Biennale. Donc, vous ne manquez pas de projet, là, je comprends. Non! Mais je pense qu'on l'attire. Quand on aime faire les choses, ça n'aide pas à plaindre parce qu'on est trop occupé. J'aime ça comme ça. J'adore ça. Donc là, je vois que vous fonctionnez bien ailleurs dans le monde, mais pourquoi, il y a 2 ans, avoir choisi de vous établir ici au Québec, à Vaudreuil-Soulanges? En effet, on est immigré au Canada en 2008 et on est en Ontario pour un petit bout de temps. Et à cause de circonstances qui étaient changées, on est déplacé au Québec. Et en effet, mon mari a eu un travail à Montréal et on est... parce que nos enfants ont besoin d'aller à l'école en français. Donc, j'ai bien aimé le concept de la commission scolaire de Trois-Lacs avec les enseignants de franchisation qui viennent dans les classes. Donc, les enfants soient dans une classe avec tous les autres enfants, ne soient pas isolés. Donc, c'est en effet ça que nous fait choisir Vaudreuil. Et honnêtement, c'est avec tout ce cheminement, c'est le magique. C'est un peu un hasard que vous avez trouvé ici. C'est un peu un hasard, mais ça a bien tombé. Oui, c'était super bien tombé et les faits sont en effet magiques. J'ai tellement une gratitude pour l'importance de la culture au Québec en général, mais spécifiquement sur nos territoires. Ça m'a vraiment permis de grandir comme individu, comme personne, mais aussi en tant qu'artiste. Et c'est pour ça que j'adore faire les projets. C'est une façon de redon à notre communauté, de repartage le bonheur qu'on se trouve. Puis, dépendamment des endroits que vous êtes dans le monde, est-ce que vous devez adapter votre art ou c'est peu importe où vous êtes, c'est pareil?
C'est pareil parce que ça vient de nos intérieurs. Il y a par contre une grosse différence entre les œuvres qui soient propres à moi en tant qu'artiste professionnel versus les œuvres créées en médiation. Évidemment, il y a un fil conducteur. On est la même personne. On trouve la même chose inspirante. Par contre, quand ce soit en médiation, il y a toujours une adaptation pour les groupes, pour assurer, tu peux inclure les différentes dextérités, les différents groupes d'âge. Donc, on adapte la façon de faire pour que ce ne soit pas frustrant pour les participants. Et je le vois de façon qu'on enlève nos égos artistes complètement dedans parce que ça va devenir le travail de les participants, soit le plus important. Donc, tu dois en effet honorer leur création et ça donne une place, une voix, ça bien présenté. Donc, souvent, je blague toujours, je dis en médiation, nous sommes toujours plus médiés que les participants parce que il y a un sacrifice visuel parfois, mais c'est pas ton art, c'est quelque chose que tu donnes, que tu inspires les participants, tu définir comme un outil. Parfois, quelqu'un ne peut pas dessiner, donc tu fais une partie de la croquis pour eux et après leur travail par-dessus. Mais c'est important de leur donner la place de s'exprimer. Pour ce qui est de vous en tant qu'artiste, c'est quoi le processus de vos créations? Parce que là, on est entouré de plusieurs de vos créations. Comment ça se passe? C'est une bonne question, ça. Je suis curieux. Je suis tellement curieux depuis que je suis vraiment petite et je suis aussi curieux qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de moi, depuis toujours. Donc, en effet, le nouvel, l'impact planétaire la terreur qui était dans le monde qui soit déplacé, ça soit toute une source d'inspiration. Et je fais beaucoup de recherche. Si je suis curieux de quelque chose, je fais normalement une recherche. L'autre chose qui soit une grosse influence dans mon processus, soit la mer. J'ai grandi à bord de la mer et on a souvent fait le scuba diving quand j'étais un enfant. En dessous l'eau, il y a toujours les choses qui poussent, qui grandissent. La métamorphose, comment les éléments, les organismes vont changer avec l'impact sur le climat. Les micro-organismes, parce qu'on ne pense jamais à ça, mais les micro-organismes font une mutation presque spécifiquement dans la mer, avec tous les petits morceaux de plastique qui étaient rendus dedans, tout ça. Donc, beaucoup de mon travail soit un peu surréalistique dans le sens que c'est imaginaire, c'est quoi la métamorphose, c'est quoi l'impact. Et je suis beaucoup impactée sur les nouvelles, toutes les horreurs qui soient dans le monde à l'instant. Donc, c'est comme un défilage. En plus, en tant qu'artiste, on crée avec nos cœurs. Donc, je suis toujours en train d'enlever les peaux, si je peux dire ça, et devenir au cœur de quelque chose. Et la façon que dans nos vies, dans le voyage de nos vies, on est toujours tiré dans différentes directions. C'est le positif, le négatif, l'avancement, quelque chose qui nous fait reculer. Donc, c'est toutes ces thématiques qui m'inspirent. Normalement, je commence avec une idée. Et je travaille beaucoup en textile. Donc, quand je crée, c'est la folie dans mon studio parce que je suis visuelle. Je veux voir tout. Donc, souvent, je vais prendre un morceau de tissu et deux autres qui allaient peut-être avec et je le laisse sur un pile et je commence à travailler avec une autre chose parce que j'ai besoin d'un regard pour 2-3 jours. Et je sors le petit perle, je sors ci, je sors ça. Donc, ça crée une explosion dans mon studio. Et quand l'idée devenir claire, je fais mon conception de mon patron parce que je travaille en textile. Donc, c'est plus mathématique, calculé. Et souvent, il y a un long processus répétitif si tu coules les morceaux en préparation de ton morceau. Ça, pour moi, ce soit comme une méditation. Je suis tellement dans mon boule de confort en arrière, mon machine à coudre. Et avec les actions répétitives, ça nous donne une chance de vraiment faire la réflexion profonde
Donc, c'est comme une méditation, dans un certain sens. Et après, c'est la partie création. Et c'est là que toujours les choses prennent forme et ça peut changer et faire une évolution. Donc, dans chaque pièce, il y a presque un processus de métamorphose. Vous dites que dans vos œuvres, il y a quelque chose de la terreur. Comment vous faites à travers une œuvre pour faire passer une émotion? C'est toujours un défi. Je pense que c'est plus... beaucoup de l'art aussi soit la perspective de comment on dit ça? De le spectateur. La perspective de le spectateur est une grosse influence. Que nous veut exprimer soit pas toujours percevoir la même façon que le public va le voir. Pour moi, c'est plus important que quelqu'un va arrêter et regarder et réfléchir. Oui. Si ça crée une réaction avec émotion, je pense que c'est une œuvre réussie parce que ça crée une conversation entre les artistes, l'œuvre et le spectateur. Moi, par exemple, quand j'ai terminé une œuvre, je me détache complètement. Mon tête est déjà dans une autre chose. Je veux que les œuvres soient son propre voix. Donc, les œuvres devenir la force qui fait la conversation, son propre conversation avec le spectateur. Parce que l'art n'existe pas sans l'interaction de le public. Mais oui, avec les ombrages, ton choix de couleurs, je suis un peu obsessive sur couleurs et le pouvoir de couleurs. Parce que couleur soit émotion, j'ai travaillé pour quelques années en conception de costumes pour théâtre, tout ça. Et la couleur que tu habilles un caractère, par exemple, donne beaucoup de détails dans son personnalité, la richesse à son personnalité. Et couleur avec le défilé, par exemple, soit super important. C'est quoi cette couleur représente pour le groupe? C'est quoi, quelle couleur va bien fonctionner dans la soirée, dans le défilé de rue? Pour les projets de médiation, si la thématique soit tellement heureux, je travaille dans les couleurs vives de l'Afrique que j'ai adoré. Donc, ce choix en arrière, tout ça, joue un rôle vraiment pertinent. Si cette œuvre en arrière de moi, par exemple, était en rose pâle et beige, ça va te donner un effet complètement différent, une autre émotion. Ça va être plus pur, plus doux. Donc voilà, ça soit déjà un choix qui soit fait. L'ombrage, j'adore travailler avec les ombrages. Tu peux voir avec mes œuvres sculpturales, ça joue un rôle parce que ça soit le monde imaginaire qui est devenu réel pour moi. Donc, ça devenir comme une métaphore de nos physiques, les choses qu'on exprime jamais, l'ombrage dans nous, parce que le plus on vit, le plus on est l'amour, le beau moment, le beau souvenir, mais on est aussi un ombrage, la douleur, le ville et son trans. Donc, vous avez vraiment une volonté de rendre les pensées vivantes qu'on a. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Arrête, lâche ta soeur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, tes souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée!
Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais.